merci d'être présent aussitôt aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, merci d'être présent si tôt aujourd'hui avec nous pour cette table ronde sur comment partager les connaissances en Méditerranée. Donc on a vu pour certains qui étaient peut-être présents hier que finalement l'idée de ce forum, c'est de s'interroger à la fois sur nos représentations de la Méditerranée, notre sentiment d'appartenance aussi, et puis un certain nombre de savoirs qui sont constitués et qu'on a envie peut-être de partager ensemble pour construire finalement un espace méditerranéen commun. Très souvent, en fait, la Méditerranée est un peu perçue à travers des formes de stéréotypes. Et donc, on partage l'idée de soleil, de mer, d'olivier, etc., de cuisine commune. Mais au-delà de tout ça, il y a certainement des connaissances qui permettent d'aller au-delà finalement de ce sens commun. Et c'est un peu sur ces questions qu'on va s'interroger aujourd'hui, donc avec nos intervenants que je vous présente dans un premier temps. Donc à mes côtés, Mohamed Tozi, qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Ex, qui a également enseigné à Rabat, qui interviendra d'ailleurs sur des entretiens qui ont été menés par la Fondation Anna Lindh auprès de la société civile pour savoir comment voilà, des individus vivant dans différents pays de la Méditerranée pouvaient avoir des représentations singulières de cet espace. Et là aussi, on va voir qu'on va souvent au-delà des sens communs. Ensuite, Valérie Gerbeau, qui est déléguée générale du CMCA, donc du Centre méditerranéen de communication audiovisuelle, donc, qui vous expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit, mais qui surtout met en place chaque année un prix, le prix MED, qui est un prix sur la Méditerranée, qui est un prix accordé en fait à des réalisateurs. Et voilà, donc nous avons d'ailleurs le Grand Prix qui est présent aujourd'hui avec nous. Sébastien Laurens à ses côtés. Alors Sébastien Laurens est enseignant au lycée Simone Veil à Marseille. Et il a fait un doctorat à partir d'une série de bandes dessinées qui parlent de la Méditerranée. Il y a depuis une vingtaine d'années une production extrêmement importante dans le monde arabe en particulier, de bandes dessinées qui permettent de parler autrement de la Méditerranée, avec des formes de récits tout à fait novatrices, plus intimes. Et donc, ce sera l'objet de l'intervention de Sébastien Laurens. Mohamed El Aboudi, alors qui est réalisateur, cinéaste, documentariste, et qui est marocain d'origine, qui vit aujourd'hui en Finlande et qui a fait un magnifique film que je vous recommande d'aller voir, qui s'appelle L'école de l'espoir, qui a eu justement le grand prix du prix MED, enjeu méditerranéen cette année. L'école de l'espoir qui raconte finalement l'installation d'une petite école dans le Haut-Atlas au Maroc et tous les enjeux qu'il peut y avoir à la fois d'éducation mais aussi de difficultés liées à la sécheresse qui est en train de s'installer dans ces lieux. Et puis nous avons un visio, mais je ne sais pas si... voilà, merci. Donc Mohamed Janjar, bonjour, qui est à Casablanca, donc la situation est moins simple pour vous pour intervenir, mais on vous voit parfaitement bien. En tout cas, merci d'être présent. Donc Mohamed Janjar, qui est un spécialiste de la traduction, qui est directeur adjoint de la Fondation Abdulaziz à Casablanca et qui vient de participer à un très gros travail de traduction du dictionnaire de la Méditerranée, donc traduction en version arabe, qui n'est pas simplement une traduction littérale, mais qui a rajouté avec ses collègues toutes sortes de notices spécifiques, en fait, pour essayer d'aller au-delà avec un point de vue un peu différent, voilà, et sortir d'une forme
de dictionnaire franco-français, peut-être un peu trop. Voilà, donc Moed Janjar va aussi nous parler de ces questions de traduction. Je vous ai présenté tous nos invités. Je vais laisser tout de suite la parole à Mohamed Tozi, qui va faire une sorte de petit état des lieux de cette question des représentations de la Méditerranée à partir des enquêtes. Et donc, nous, ensemble, on a pensé vous présenter en gros 4 points. Ces questions de représentation de la Méditerranée, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce qu'il y a un sentiment méditerranéen ou pas? Un deuxième point de vue qui sera celui des publics, quand on s'adresse autrement par la bande dessinée ou par le cinéma, etc. Quels sont les publics qui sont les nôtres? Ensuite, un troisième point qui est celui des valeurs. Est-ce qu'il y a des conflits sur les valeurs? Est-ce qu'il y a des valeurs partagées? Et enfin, on terminera autour des horizons d'attente, des perspectives. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer avec nos participants selon leur point de vue? Donc, Mohamed Tozi, je vais vous laisser. Oui, donc bonjour, merci Marilyn. Donc je vais essayer de poser un peu les éléments de notre débat, de notre rencontre, donc qui est intitulé le partage des connaissances. Mais pour partager les connaissances, il faut d'abord les produire. Et l'enjeu de production est extrêmement important parce que ça soit parce que les stéréotypes sont des partis pris qui naissent de vérité établie, mais qui les déforment. Et donc, pour corriger ces stéréotypes, ce sens commun, il faut produire de la connaissance. Et cette connaissance est produite de différentes façons. Je vais parler de quelques-unes de ces façons de production de cette connaissance et de la manière dont elle est partagée. L'un des lieux de production de cette connaissance sur la Méditerranée est bien sûr l'université. Et peut-être Marilyn reviendra sur Janjar qui a traduit le dictionnaire de la Méditerranée qui a été fabriqué, produit et initié ici à l'université d'Aix-Marseille il y a depuis une dizaine d'années. Et un autre lieu de production de la connaissance sur la Méditerranée et donc à la fois d'une appréciation de cette identité partagée, de cette possibilité de sortir du dilemme, est-ce qu'il s'agit d'un espace partagé ou d'une frontière infranchissable, ça a été la Fondation Annalint. Deux mots sur la Fondation avant de vous donner 2 ou 3 éléments de réflexion sur cette production. La Fondation Annalint est une institution qui émane, c'est la seule institution qui émane du projet de l'Union pour la Méditerranée, ce qui était un projet politique initié dans les années 2007-2008 au départ. Et cette fondation qui a son siège à Alexandrie, à la bibliothèque d'Alexandrie, qui a une signification symbolique forte pour la Méditerranée, et est une émanation à la fois des États de l'Union européenne et du pourtour méditerranéen, et aussi une émanation des sociétés civiles méditerranéennes, parce qu'elle marche sur 2 pieds. Cette fondation a initié plusieurs projets donc de partage justement de connaissances et de rencontres. Et parmi ces projets, c'est une série d'enquêtes initiée depuis 2009 et la dernière est en 2016. Il y a une qui est en préparation pour 2022. Donc, c'est 4 enquêtes qui couvrent tout le bassin méditerranéen et qui réunissent à peu près 80 000 citoyens méditerranéens, donc, à qui on pose une série de questions. Déjà, faire émerger le concept de citoyen méditerranéen est un parti pris politique extrêmement fort, même s'il est chahuté quelque part par les catégories préconçues, qui sont les catégories de l'Union européenne et des pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Alors, je ne vais pas vous parler de cette enquête, les rapports sont sur le site de la Fondation Annalint, tous les rapports sur ces enquêtes, mais juste vous rapprocher de certains paradoxes que l'enquête a permis de mettre en vue, de mettre en exergue. Le paradoxe, la première constat qui est sûr, c'est que la Méditerranée représente quelque chose pour les sociétés méditerranéennes. Et que même les images qu'a évoquées Marilyn tout à l'heure, cette idée d'hospitalité, l'idée aussi d'une culture, d'un patrimoine,
l'idée, mais aussi d'une source de conflit, l'idée d'une tension par rapport aux questions de sécurité sont tout à fait présentes, mais elles ne sont pas présentes avec la même force dans les pays du pourtour de la Méditerranée. À peu près les deux tiers jusqu'aux trois quarts des citoyens de cet espace géographique conçoivent la Méditerranée comme un espace positif, mais en même temps, avec un certain réalisme, comme une possibilité, une source de conflit important. Ce qui apparaît par rapport à cette première base de questions, qui est sur ce qu'on peut appeler la signification de la Méditerranée, c'est que les parcours historiques de chaque société, le vécu historique de chaque société, de chaque État, intervient beaucoup sur la façon dont la société ou dont les citoyens conçoivent cette idée de la Méditerranée. Et l'expérience vécue par rapport à cette Méditerranée est déterminante dans la façon dont on l'aperçoit, à la fois comme une opportunité ou comme une contrainte. Par exemple, pour les pays de l'Union de la Méditerranée, de l'Union européenne, c'est les pays nordiques qui la pensent comme un espace justement extrêmement folklorisé, c'est-à-dire l'azur, la mer, la cuisine, etc. Alors que par exemple les pays du pourtour, l'Espagnol, la France, et dans une moindre mesure la Grèce, la pensent comme un risque sécuritaire. La deuxième batterie de questions qui pourrait être intéressante et qui montre un peu le paradoxe, c'est, je vais donner juste deux batteries de questions pour vous montrer un peu à la fois les similarités, mais aussi les différences, les proximités, mais aussi les distances entre ces sociétés méditerranéennes, en fonction, comme j'ai dit, du parcours politique et historique de de l'expérience historique des citoyens et des États dans ce pourtour méditerranéen. Ce qui rend le projet faisable, possible, mais qui nécessite des volontés politiques extrêmement fortes et un engagement fort. Une des batteries de questions portait sur le point de vue sur la femme, parce que la femme est l'un des stéréotypes très très puissants qui caractériserait, j'allais dire, la dimension patriarcale des Méditerranéens. Sur les pays, les citoyens des pays interrogés sur la dernière vague, qui est de 2016, le champion, j'allais dire, féministe des sociétés méditerranéennes, finalement, c'est la Tunisie. Tout pays confondu, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne et les pays du sud de la Méditerranée. C'est la Tunisie qui apparaît comme, pratiquement à 80% des sondés, qui apparaît comme pensant la femme dans une posture à la fois de pouvoir politique, dans une posture de pouvoir économique et de pouvoir culturel. Et elle vient bien avant des pays comme la France, comme l'Espagne ou comme la Grèce, la Hongrie, qui se situe en bas de l'échelle de cette troisième batterie de questions. Et je vais finir peut-être par là, c'est qui montre un peu le caractère très relatif de la question migratoire dans la perception des différents pays, en fonction, comme je dis, de la proximité par rapport à cet enjeu. On a posé la question suivante aux citoyens à ces 80 000 personnes qui ont été interrogées, sondées par la Fondation Analyse à travers des bureaux d'études comme Gallup et Ipsos. Si vous souhaitez refaire votre vie, où est-ce que vous allez la refaire? Est-ce que vous allez la refaire dans votre propre pays, dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays du sud et de l'est de la Méditerranée? Bien, les citoyens les plus mobiles et ceux qui ne pensent pas refaire leur vie chez eux, paradoxalement, c'est les Hollandais. C'est les citoyens du Pays-Bas. Et paradoxalement, il n'y a que 13% des citoyens hollandais qui pensent refaire leur vie chez eux. Alors que si on les compare avec les Algériens, qu'on pense qu'ils pensent toujours à quitter leur pays, il y a 65% des Algériens sondés pensent que s'ils ont à refaire leur vie, s'ils ont les moyens, s'ils ont les conditions de le refaire, ils le referont chez lui.
Deuxième élément dans cette batterie de questions qui est intéressante, c'est la destination des pays où on veut refaire sa vie. Eh bien, et ça montre aussi l'importance des chiffres, même de l'Office international de la migration, c'est que la mobilité se fait dans la proximité. La majeure partie des pays pensent refaire leur vie dans les espaces proches, c'est-à-dire les pays du sud et de l'est de la Méditerranée pensent refaire leur vie dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. Donc ça montre, et pas nécessairement comme les chiffres sont présentés vers les pays du Nord. Voilà un peu de façon très synthétique quelques éléments d'information, et les questions sont nombreuses, y compris par rapport au transfert aux valeurs que les uns et les autres portent et pensent transmettre à leurs enfants. Apparaît par exemple sur cette question que ce sont les Portugais qui sont le plus pour les valeurs familiales, contrairement à ce qu'on pense, comparativement avec les Tunisiens ou les Marocains. Par rapport à une question, des questions qui sont liées à ces représentations, au rapport à la religion, aux valeurs, par exemple, d'obéissance, d'indépendance, de curiosité qu'on pense transmettre au niveau de l'éducation. Là, on voit apparaître des proximités paradoxales qui sont liées au passé historique de chaque société. Par exemple, les Turcs sont beaucoup plus proches des Grecs que les Grecs ne sont proches des Français. Les Libanais sont beaucoup plus proches des Français, vu le passé colonial, qu'ils le sont proches des Syriens, etc. Donc on voit aussi que les parcours, que l'histoire imprime une identité partagée à des sociétés qui peuvent apparaître a priori très très différentes. Là, ça montre un peu, comme je vais arrêter là, l'importance un peu de cette production de cette connaissance, parce que c'est cette connaissance qui peut faire casser un peu les stéréotypes et entretenir un peu l'espoir d'une identité partagée. Merci. Donc merci beaucoup Mohamed Tozi pour cette présentation un peu générale, hein, donc une vaste enquête. Et on va passer de cette vision un peu synthétique, un peu globale, qui d'une certaine façon casse là un peu peut-être nos a priori, au contraire la vision très singulière qui a été produite par le biais du cinéma. Donc je voudrais revenir vers vous, Mohamed El Aboudi. Vous avez donc fait ce film L'école de l'espoir, donc qui a été primé l'an dernier, hein, 2021. Et donc c'est un film qui, dans le rapport à la connaissance, n'entre pas par cette entrée globale, synthétique, etc., mais au contraire essaie de trouver un fil conducteur qui va plutôt s'intéresser aux itinéraires de vie, et en l'occurrence là de tribus qui se trouvent dans le Haut Atlas, donc au Maroc. Alors pourquoi ce choix de film et quel est votre rapport à la connaissance? Qu'est-ce que vous avez voulu dire, montrer? Donc c'est un peu la première question. Bonjour. Merci pour cette introduction du film. Premièrement, je vais essayer de parler en français parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Donc, faites attention s'il y a des erreurs grammaticales. Donc, pour moi, revenant à la question, pourquoi le film, pourquoi ce projet, franchement, en 2009-2010, j'ai fait un film sur la situation de la femme au Maroc. Et ce que j'ai constaté, c'est que les problèmes qui vivent ces femmes-là, c'est à cause de l'éducation, c'est à cause de l'analphabétisme. Et j'ai commencé à penser, est-ce que je peux faire un film sur ce sujet-là? Ça veut dire l'éducation. Et en 2014-15, je suis revenu au Maroc faire une recherche globale, chercher comment je vais faire un film sur l'éducation. Et c'était par hasard, je rencontrais quelqu'un dans une petite ville qui s'appelait Outat El Hajj, au Maroc. Et voilà, lui, il m'a ramené à
cette école, petite école. C'est une petite maison qu'on l'appelait école. Vraiment, je ne sais pas si on peut l'appeler école, mais c'était une école. Et voilà. Donc, la situation, premièrement, c'était l'école, mais après, j'ai rencontré des gens qui sont vraiment des nomades et qui avaient des problèmes euh, écologiques. Et, voilà, c'était l'eau qui manquait, donc ils sont installés dans ce coin-là pour les raisons de le manque d'eau. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé ce travail-là. Et en plus, pour moi, le fil conducteur, c'est le professeur qui va venir l'année prochaine. C'était 2015. Donc j'ai dit, ben voilà, c'est l'occasion de commencer un film. Et c'était comme ça qu'on a commencé le projet. Oui, donc vous êtes resté combien de temps sur place pour filmer en fait ces enfants, ce maître d'école, les parents, et pour essayer d'entrer finalement dans les enjeux qui se posent face à l'éducation, parce qu'effectivement il y a à la fois le souci de scolariser les enfants, mais ça peut poser aussi problème à certains parents. Pour certaines petites filles, c'est pas non plus si évident que ça. Donc, vous avez voulu montrer à la fois la complexité des situations et puis finalement un mouvement un peu global hein, d'intérêt vers l'éducation. On voit que ces enfants sont fascinés par l'école. Et puis, effectivement, comme vous le dites, il y a aussi ce problème de sécheresse qui va bon, lié au changement de climat hein, et qui est en train de bouleverser en fait les modes de vie de ces nomades. Donc je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu sur le temps passé avec eux et pour rentrer dans les situations que vous nous montrez en fait, hein, dans l'intimité de ces familles. Ouais. Ben, premièrement, j'ai passé à peu près 4 semaines. C'était d'entendre les gens, de voir comment ils vivent, rencontrer les enfants, jouer avec les enfants. Et à cette époque-là, il n'y avait rien. Même l'école, c'était fermé. Il y avait personne. Donc, pour un documentariste, la première des choses à faire, c'est de trouver euh, de rencontrer les gens. Et après, il faut voir si on est proche d'eux, si on a leur acceptance ou non. Parce que s'ils sont pas, s'il n'y a pas un, comment dire, trust, ça veut dire Un échange, hmm, une voilà, confiance. confiance. Oui. S'il n'y a pas de confiance entre le réalisateur et les gens, donc le film, on ne peut pas filmer, on ne peut pas rentrer dans leur cœur, on peut pas aller loin, quoi. Donc pour moi, c'était un mois vraiment de chercher, de les rencontrer, et après, voilà, j'ai quitté les lieux pendant 3 mois, mais je suis revenu tout seul encore, sans caméra, sans rien du tout. Et j'ai passé avec eux 4 semaines encore, ben, juste d'être avec eux, quoi. Donc c'était comme ça. Et après, c'était l'année 2016. Donc je suis revenu avec le groupe. Et c'était le commencement de l'année. Et avec l'arrivée des professeurs. Donc c'était comme ça le commencement. Merci. Donc Valérie Gerbeau, vous de votre côté, en tant que déléguée du CMCA, vous avez donc fait une présélection de films et c'est ce film qui a été choisi. Donc est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le rôle du CMCA, sur ce prix MED et pourquoi ce film cette année a été sélectionné? Donc le CMCA, c'est le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle. C'est une structure qui est installée à Marseille depuis presque 30 ans maintenant. Et nous faisons de la coopération avec les télévisions du bassin méditerranéen, c'est-à-dire que nous faisons des actions en commun autour de la communication, la formation, l'aide à la coproduction et le prix MED, qui est donc le festival du documentaire et du reportage sur la Méditerranée. Tous les ans, nous recevons entre 400 et 500 documentaires que nous visionnons. On est une toute petite équipe de 3 personnes, donc nous visionnons ces documentaires-là et nous en sélectionnons une cinquantaine qui est montrée à un jury de présélection et finalement on en garde 23 au bout. Donc vous voyez, c'est une sélection
extrêmement exigeante. L'idée de ce festival, c'est de mettre l'actualité méditerranéenne ou même le passé méditerranéen, en tout cas la Méditerranée globalement, la faire revenir au cœur de l'actualité parce qu'elle l'est trop rarement. On voit souvent dans les journaux les histoires migratoires, les drames qui se jouent en Méditerranée, mais il y a beaucoup d'autres choses qui se jouent en Méditerranée. Et notre but dans notre festival, c'est de mettre en avant des documentaires et des reportages qui nous racontent la Méditerranée plus proche de l'homme, comment on vit en Méditerranée, pourquoi on cherche quelquefois à partir dans certains pays. On essaye de poser le débat. Nous n'avons pas de solution à apporter, bien évidemment, mais grâce au regard des réalisateurs qui nous confient leurs œuvres, qui sont des réalisateurs du monde entier, qui ont un regard sur la Méditerranée, le sud et le nord de la Méditerranée, eh bien, nous proposons le regard de ces documentaristes au public et nous faisons débattre autour des thématiques qui sont traitées dans les films. Pour en revenir au film de Mohamed, il nous a paru être essentiel dans les enjeux qu'il présentait, c'est-à-dire la place de l'éducation et du changement climatique en Méditerranée, qui sont des thèmes cruciaux. Le traitement de son documentaire, qui est extrêmement humain, a touché le public particulièrement et les membres du jury particulièrement. Il a une façon de filmer qui est extrêmement respectueuse des personnes qu'il nous présente. On a une impression d'immersion totale dans ce désert où il n'y a vraiment rien que le sable et les moutons et quelques personnes qui sont là et qui essayent de survivre. Et il nous raconte cette histoire admirablement de ces parents qui se battent pour que leurs enfants aient accès à l'éducation. Eux n'ont pas eu accès à l'éducation, ils veulent surtout pas que leurs enfants vivent la même chose. Et avec leurs peu de moyens, ils se mobilisent pour faire venir un instituteur. Ça nous paraît être surréaliste, nous qui sommes ici avec une éducation gratuite et accessible à tous. Et pourtant, ces histoires d'enfance, d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu accès à l'école, elles existent un peu partout. Et notre but aussi, c'est de montrer des histoires qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, l'éducation et aussi le changement climatique, comment ces personnes sont poussées à fuir leur mode de vie, qui est un mode de vie ancestral. Ils sont nomades et peu à peu, à cause du changement climatique, il n'y a plus d'eau. Et peu à peu, ils sont rejetés du désert pour en sortir, pour devenir sédentaires. Et on voit dans ce film comment ils se battent pour essayer de survivre malgré tout. Et le jury, que ce soit le jury de sélection ou le jury final, a été particulièrement touché par ces images d'enfants. Un jeune ado, par exemple, qui supplie son père d'aller à l'école. Il rêve d'être instituteur, de devenir instituteur, de devenir directeur d'école. Et le père refuse de laisser partir son fils, même si devant la caméra, il dit oui, tu pourras y aller 2 jours par semaine, mais derrière, une fois que la caméra est plus là, le gamin n'a pas le droit d'aller à l'école. Et on voit dans ses yeux la détresse totale de cet enfant. Et on a été particulièrement touché par chacun des enfants qui est là. Mais pas seulement les enfants, c'est aussi les adultes. Quand on voit un père qui est complètement analphabète, et dans le film, c'est son petit gamin de 5-6 ans qui lui prend la main et qui lui apprend à écrire. Il y a vraiment des moments très forts dans ce film. Il y a aussi la place de la femme. Il y a beaucoup de thématiques qui traversent le documentaire de Mohamed. Il y a la place de la femme. Souvent, on parle de stéréotypes avec Mohamed Todi tout à l'heure. On pense que c'est l'homme qui décide dans la famille. Mais dans ce documentaire, c'est la femme qui est très, très forte, qui veut que sa fille aille à l'école alors que le père s'y oppose et elle va avoir gain de cause. Donc il y a beaucoup de thématiques qui sont traitées dans ce film qui nous paraissaient importantes de montrer au public.
Donc, merci beaucoup Valérie. Donc, effectivement, dans ce rapport à la connaissance, il y a aussi un passage fort par l'émotion, par la sensibilité et par une compréhension qui passe à l'échelle des individus. Donc, on va rester dans le champ des images, mais cette fois-ci, on va passer du côté de la bande dessinée avec Sébastien Laurens. Donc, là aussi, depuis une vingtaine d'années, enfin, vous allez nous en dire un peu plus, les BDistes se sont emparés de ce champ des représentations de la Méditerranée à travers des albums qui sont d'un type un peu particulier. Peut-être là aussi, il faudrait mieux définir ces albums qui sont peut-être pas ce qu'on imagine forcément de la BD traditionnelle. Donc je vais vous laisser la parole pour nous expliquer un peu voilà, ce qui se dit dans cette bande dessinée et comment. Merci Marilyn. Alors ce qui se dit d'abord, c'est depuis quand ça se dit en fait. Les auteurs et les autrices de bande dessinée, en fait, pour parler de la Méditerranée, commencent à intervenir en fait véritablement dans les années 70 et dans les années 80 surtout, par le biais de la littérature de genre en fait, hein, par la fiction, par la science-fiction aussi. On va parler de migration, donc indirectement par la science-fiction. Et c'est à partir en fait des années 80 que se développe un mouvement qui va être très très fort dans la bande dessinée francophone et même dans la bande dessinée internationale, hein, dans la bande dessinée mondiale. À partir des années 1980, en fait, on va avoir des récits de soi qui vont quand même se développer et le genre biographique et autobiographique. Et c'est à partir de ça qu'en fait les auteurs et les autrices vont pouvoir véritablement intervenir sur les histoires de la Méditerranée. Je pense notamment à quelqu'un de très connu comme Jacques Ferrandez qui va commencer avec les Carnets d'Orient, avec son histoire de la guerre d'Algérie, qui va commencer à introduire en fait des éléments biographiques dans la fiction. Et ça va permettre non pas une réécriture de l'histoire méditerranéenne ou une réécriture de l'histoire d'Algérie, mais plutôt de contourner certains stéréotypes sur les pieds noirs, par exemple. Donc Jacques Ferrandez comme pionnier, ou Farid Boudjelal, auteur d'origine algérienne qui est installé à Toulon, également comme pionnier. Et puis après, voilà, il y a un grand mouvement qui se met en place dans les années 90, puis dans les années 2000 avec l'autobiographie, et qui a un peu deux objectifs finalement. Le premier, ça serait de revendiquer finalement autre chose, d'établir des discours qui vont dire autre chose que le discours médiatique commun ou même que les discours familiaux. Voilà, les auteurs et les autrices vont vouloir véritablement dire autre chose. Et ils vont avoir ce désir de trouver aussi une place singulière dans le mouvement de l'histoire méditerranéenne. Et ça, on peut penser par exemple à quelqu'un de très connu comme Riyad Sattouf, par exemple, voilà, L'Arabe du futur. Avec l'Arabe du futur notamment, hein, qui va, lui, par contre, jouer sur les stéréotypes pour essayer de montrer une histoire syrienne, une histoire libyenne et une histoire méditerranéenne. Donc en fait, on va jouer contre les stéréotypes, mais la bande dessinée et l'image va permettre de jouer avec aussi. Merci. On va passer maintenant à Mohamed Janjar, si on peut le voir, si vous nous entendez. D'accord, très bien. Donc on va continuer avec Sébastien Laurens pour s'organiser en fait dans le champ de la bande dessinée. Il y a des collectifs qui se mettent en place parce que là aussi c'est pas si simple de pouvoir publier hein, des bandes dessinées. Donc ce que vous avez étudié est plutôt centré en fait sur le champ des migrations ou parfois des conflits. Et donc c'est pas si simple de pouvoir publier, de s'exprimer par la BD. Hein, donc comment ça s'organise au niveau de l'édition? Alors on pourra peut-être parler à la fin de la table ronde sur les solutions, mais effectivement, il y a un déséquilibre entre rive nord et rive sud hein, de la Méditerranée vis-à-vis de l'édition, parce que la France est un grand pays d'édition, et notamment de bande dessinée. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une surproduction de bande dessinée en France.
Et par contre, sur la rive sud, on se rend compte, en fait, en parlant avec les auteurs, en étudiant les ouvrages, qu'il y a, des problèmes d'édition, parce qu'une bande dessinée, c'est quand même très cher à produire et à éditer, ça prend du temps. Et en fait, que ce soit les auteurs algériens ou les auteurs libanais ou même les auteurs syriens, ont peu d'espace et peu de moyens pour véritablement produire et éditer de la bande dessinée. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, ils vont compter sur des aides européennes ou sur des aides françaises via les instituts français. Mais surtout, en fait, ce que l'on peut apercevoir, c'est qu'effectivement, il va y avoir des groupements collectifs dans le monde arabe, que ce soit au Liban ou en Syrie. Ces collectifs se sont notamment développés au moment des révolutions arabes. Et bon, le collectif le plus connu, c'est un collectif libanais, par exemple, qui s'appelle Samandal, et qui va permettre aux auteurs de la rive sud de la Méditerranée de produire de la bande dessinée via ce collectif qui auto-édite des revues. Est-ce que ça se vend bien? Enfin, il y Alors, a un vrai public pour Alors, ça? il y a un public. Après, ça se vend. Je sais qu'au Liban, par exemple, c'est pas vendu de manière officielle, en fait. Donc, en fait, c'est tout le temps des ventes directes, j'ai envie de dire. Et puis, en fait, les objectifs après de ces collectifs pour faire éditer de la bande dessinée arabe, ça va être justement d'essayer d'atteindre la rive nord et d'atteindre la rive nord par des éditeurs français et d'essayer d'éditer justement ces productions de collectifs par des éditeurs Et français. vous êtes enseignant aussi dans un lycée bon, qui se situe dans les quartiers nord de Marseille, on pourra y revenir. Et vous utilisez pas mal justement la bande dessinée en termes de pédagogie. C'est peut-être une autre façon aussi d'enseigner des connaissances, puisqu'on est dans le partage là, de connaissances. Donc voilà, plutôt que parfois théoriser, vous passez par ces expériences de BD. Donc juste quelques mots là-dessus aussi peut-être. C'est un moyen en fait de transmettre ces récits. On parle bien de circulation du savoir. Donc la circulation du savoir, elle se fait à plusieurs niveaux et elle se fait notamment au niveau de l'enseignement. Et effectivement, la bande dessinée, c'est pas quelque chose de plus facile, c'est pas un support plus facile parce que pour lire de la bande dessinée, il faut d'abord être lecteur, ce qui est pas forcément évident. Mais en tout cas, ça va permettre la bande dessinée peut permettre de rentrer directement dans des récits intimes et peut-être toucher directement le lecteur. Et moi, je pense surtout que la bande dessinée, c'est un formidable moyen pour faire écrire, en fait, et notamment faire écrire les gens qui ne savent pas écrire ni lire le français, en fait. Parce qu'on est dans les collèges et dans les lycées, on est quand même confronté à des élèves allophones, et en fait, c'est un sacré défi. Et si on propose à ces élèves un médium qui relève de l'image et, par exemple, une bande dessinée sans texte, en fait, ça va être un moyen de rentrer véritablement en communication avec l'élève allophone. Et donc, en fait, il va comprendre le récit tout simplement parce que l'image, c'est quelque chose d'universel. Alors nous sommes entrés à nouveau en contact avec Mohamed Janjar. Donc je vais revenir sur la question que je voulais vous poser, Mohamed Janjar. Donc vous êtes un spécialiste de la traduction. Donc pouvoir traduire, c'est toujours la même question. Hein, c'est une façon de partager. De faire circuler les idées, hein, parce qu'effectivement, on est tous avec ce problème de langue, de langage. Donc, vous avez donc une fondation vous dirigez une fondation qui a notamment ce champ de spécialité. Vous pourriez revenir sur le rôle de la fondation. Et puis, vous avez travaillé à la traduction de ce dictionnaire hein, de la Méditerranée, nous en dire quelques mots. Et puis, plus largement, en fait, quel est le rôle de la traduction hein, je sais que bon, il y a eu deux moments phares hein, dans cette question de la traduction, à la fois la période médiévale et puis le 19e, et aujourd'hui on est encore dans ce champ-là. Donc voilà, est-ce que vous pouvez revenir sur ces trois points, nous dire quel est le rôle de cette fondation à Casablanca
pourquoi le dictionnaire de la Méditerranée, quelle est la plus-value de la traduction, et puis comment intégrer tout ça finalement à quoi sert la traduction aujourd'hui. Bonjour, merci Marilyn. La Fondation à Casablanca, c'est essentiellement une bibliothèque, un centre de documentation et aussi un espace d'activité culturelle, des conférences, des colloques et des interventions de chercheurs venant aussi bien du Maghreb, du Moyen-Orient et aussi de la partie nord, l'Europe. La Fondation s'est engagée depuis maintenant 25 années dans beaucoup de réseaux et aussi de projets documentaires et intellectuels autour de la question de la Méditerranée. Et évidemment, quand elle s'est engagée dans le réseau Ramsès qui a produit le dictionnaire de la Méditerranée, elle a senti le besoin de contribuer à la traduction de cet ouvrage important, justement pour donner un coup de pouce à la réflexion au sud de la Méditerranée sur ces questions posées par le dictionnaire. Et donc la traduction, il faut se rappeler que la traduction, comme vous l'avez souligné, est un enjeu fondamental dans le pourtour méditerranéen, pas aujourd'hui, ça date de très longtemps. Et donc, parmi les moyens de circulation des idées, de partage des connaissances, il y avait évidemment ces traducteurs qui, comme les commerçants, sillonnaient la Méditerranée depuis toujours. Et l'aventure de traduction de la Méditerranée, ça s'est fait un peu de la même façon, c'est-à-dire on a fait appel à un groupe de chercheurs et de traducteurs, aussi bien de Syrie, de Tunisie, du Maroc, et notamment certains chercheurs maghrébins qui résident en Europe. Et on a fait un travail collectif pendant des années pour traduire, mais ce n'est pas seulement de la traduction vers l'arabe, c'est aussi un dialogue avec les autres chercheurs en ajoutant des notices, en apportant une version arabo maghrébine de certaines notices en gardant les notices écrites par des Européens. Donc c'est un travail aussi d'interaction, de production commune de la connaissance. La traduction aujourd'hui dans le monde arabe est un enjeu fondamental parce que partout dans les universités de la rive sud de la Méditerranée au Moyen-Orient, les sciences humaines et les sciences sociales sont en train de prendre forme, de naître dans ces universités, mais ils sont produits en langue arabe. Et la construction de ces champs de connaissances, évidemment, suppose une contribution par la traduction, en faisant circuler les connaissances de langues européennes et de langues évidemment mondiales vers la langue arabe et en permettant à ces champs de connaissances en constitution de prendre en charge les problématiques, les questions qui se posent aussi ailleurs et de contribuer par l'apport des chercheurs arabes à un dialogue à ce niveau-là. Et pour nos étudiants, c'est aussi très important. Un dictionnaire sur la Méditerranée, c'est aussi une contribution pour nos étudiants à connaître les problématiques qui sont posées aujourd'hui dans le pourtour méditerranéen et l'état des connaissances sur ces questions. C'est aussi important pour les pédagogues, pour les professeurs qui essayent aujourd'hui d'enseigner certaines disciplines en langue arabe et qui ont besoin d'outils comme le dictionnaire de la Méditerranée. Voilà en quelque sorte pour nous l'importance d'un outil comme le dictionnaire, mais notre travail sur la traduction va au-delà puisqu'il y a toute une collection de livres qui sont traduits, mais aussi nous sommes en phase de construction d'une base de données des traductions arabes des sciences humaines et sociales pour faire connaître dans le monde arabe la dynamique aujourd'hui de la traduction parce que dans l'état actuel des connaissances dans le monde arabe et des débats et des situations sociales et politiques, le dialogue avec ce qui se passe ailleurs, aussi bien en Asie qu'en Europe et en Amérique, est quelque chose de très important. Et il faut voir dans les salons des livres maintenant au Caire et dans les pays du Golfe, la traduction commence à peser et à devenir un secteur très important, notamment la traduction des sciences humaines et sociales, qui est quelque chose de nouveau, parce qu'avant, on traduisait essentiellement les romans
et la fiction. Là, les sciences humaines et sociales sont de plus en plus présentes dans le secteur de la traduction dans le monde arabe. Merci. Donc, vous vous adressez aux jeunes étudiants, comme tout à l'heure, Sébastien Laurens nous parlait des lycéens. Donc, on est toujours dans la transmission, l'éducation. Pour le CMCA, je sais, Valérie, que la jeunesse et les lycéens ont une place, là aussi, très importante dans la dynamique que vous avez mis en place. D'ailleurs, il y a des prix qui sont dédiés à ces lycéens, des formes aussi que vous sollicitez, qui sont celles de nos jeunes aujourd'hui, puisque vous proposez des petits films via les smartphones. Donc, expliquez-nous ça aussi, puisque c'est un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui. Oui, on travaille avec 3000 lycéens des deux rives de la Méditerranée en leur proposant de visionner 3 documentaires sur des thématiques différentes tous les ans. On leur remet des dossiers pédagogiques, donc qui traitent les sujets dans le fond avec leurs professeurs. On s'est rendu compte que pour les jeunes qui sont fâchés avec le papier et le crayon, l'image donne un résultat extrêmement positif pour des jeunes qui ne sont pas très bons au lycée. Ça leur donne un moyen de s'exprimer et de nous dire leur vision des choses. Ce sont des jeunes qu'on entend rarement. En l'occurrence, donc, on leur fait visionner 3 films. Et ensuite, une fois qu'ils les ont visionnés, ils viennent débattre pendant une semaine, pendant toutes les matinées du Primed, qui a lieu la dernière semaine de novembre ou la première semaine de décembre. Et là, on croise les regards de ces jeunes qui viennent de partout de la région. Et je vous ai dit du sud de la Méditerranée. Avant la pandémie, et nous avions des Marocains, des Égyptiens qui venaient aussi à Marseille, puisque ce travail de visionnage se fait dans les classes en Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte. En Égypte, il y a une grande communauté francophone des jeunes Égyptiens, puisque nous allons à Port Saïd, Alexandrie, Le Caire, j'en oublie, Port Saïd, Mansoura. Port Saïd, Mansoura, Alexandrie, Le Caire. À Mansoura, par exemple, pour vous donner une idée de la population francophone, 5000 élèves dans une seule école, ça va de la maternelle à la fac. Et pour certains lycéens, ils font cet exercice de visionnage de films qui sont soit en français, soit sous-titrés en français, et qui donc traite de thématiques différentes tous les ans. C'est la place de la femme en Méditerranée, la pollution, c'est la sexualité. Enfin, on a tous les ans des sujets différents que l'on propose à la réflexion de ces jeunes. Et pendant les matinées de débat, eh bien, ces jeunes qui viennent parfois de quartiers dits difficiles, d'autres de quartiers favorisés, eh bien, se rencontrent et débattent ensemble sur les sujets qu'on leur a proposés. Je vous donne pour exemple une jeune fille, une jeune Algérienne. On a un débat sur les migrants, sur les gens qui ont fait la traversée. Et dans le sujet, il y a des gens qui sont morts. Malgré ça, pendant le débat, des jeunes lycéens ont des propos pas racistes, mais pas loin, du style « pourquoi ils viennent chez nous ? Ils n'ont qu'à rester chez eux ». Or, dans la salle, il y a une jeune fille qui a fait la traversée, une jeune Algérienne. Et elle se lève, elle témoigne. Elle témoigne de pourquoi je suis partie, parce que je n'ai pas d'espoir, pas d'avenir dans mon pays. J'ai pris le risque de mourir, mais de toute façon, si je reste dans mon pays, je n'ai pas d'avenir. Donc je prends le risque de mourir parce que ici, au moins, j'ai de l'espoir. Et à partir de ce témoignage, tous les jeunes qui avaient ce discours de pourquoi ils viennent, eh bien, ils ont changé leur regard. Et là, on sait pourquoi on travaille, nous. Parce que ce qu'on cherche, c'est aussi rendre les choses humaines pour qu'ils aient conscience qu'au-delà de ce qu'ils voient dans les journaux télévisés, ce sont des hommes et des femmes qui vivent dans leur chair et qui n'ont pas forcément la chance de vivre comme nous dans un pays libre, où on peut s'exprimer, où il y a du travail malgré tout, où on a le droit d'aller à l'école gratuitement. Voilà, notre travail, c'est ça, c'est aussi de faire évoluer le regard de ces jeunes et de leur faire prendre conscience qu'ils sont citoyens méditerranéens, on en parlait tout à l'heure, de faire partie d'une communauté méditerranéenne qui est différente, qui est multiple bien sûr, mais
d'une certaine conscience de communauté méditerranéenne. C'est aussi un moyen de travailler sur la francophonie et sur une éducation à l'image. Donc c'est un travail très important pour nous qui se développe tous les ans. Nous avons un partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille, mais aussi avec la Biblioteca d'Alexandrie dont on parlait tout à l'heure, et aussi dans les lycées en Algérie, Tunisie, Maroc. Voilà, donc c'est... Donc là, on est vraiment sur la construction d'un sentiment d'appartenance à la Méditerranée. C'était l'objet de l'introduction de Mohamed Tauzi. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur ce sujet, Mohamed Tauzi, c'est-à-dire quelles sont à la fois les formes de circulation, ce sentiment d'appartenance est-il partagé ou pas, est-ce qu'il y a aussi des formes de résistance, donc voilà, pour avancer d'un point de vue. Enfin, je pense que c'est ce qui a été mis en scène ici dans ce forum, essentiellement par rapport aux différentes interventions, c'est à la fois l'importance de, comme je l'ai dit au début, de la production des connaissances, parce que c'est ça, mais en même temps de leur circulation. Je reviens juste sur un des éléments de cette grosse enquête, parce qu'elle participe aussi de la production même de cette identité. Il ne faut pas oublier que, par exemple, ce qui apparaît maintenant aujourd'hui comme une grande évidence, qui est l'identité européenne, est une construction historique extrêmement récente. Et cette construction historique s'est faite justement à coup, en faisant émerger la catégorie Europe comme une catégorie explicative d'un commun, de quelque chose de partagé. C'est ce qu'essaie de faire la Fondation Analyte, et ce que font aussi les universités dans leur stratégie méditerranéenne, y compris notre université ici, AMU. Donc, c'est de participer à ce flux de production de connaissances qui va d'abord dissiper un peu les partis pris, les préjugés, et aussi, même si parfois les préjugés peuvent être fondés, mais relativisés, parce que la Méditerranée est un espace qui est, et les enquêtes le montrent, où il y a des asymétries, et le film le montre, les asymétries au niveau de l'accès à certains services, y compris l'éducation ou la santé, où il y a aussi beaucoup de similitudes, et surtout il y a un partage, un passé partagé qui donne des responsabilités politiques à certains États, non pas pour prendre en charge les autres États, mais tout simplement pour justement consolider ces interactions, ou du moins ne pas les renier. Et les interactions au sein de la Méditerranée sont extrêmement fortes. Et l'enquête de l'analyse a montré, par exemple, que ce n'est pas les mêmes interactions. Les interactions se font, mais ils produisent les mêmes conséquences. Les interactions peuvent se faire au niveau touristique, et on voit, si on compare le flux des touristes sur la Méditerranée vers la rive sud, il est aussi important que le flux des sinon beaucoup plus important que le flux migratoire, et avec là aussi des conséquences qu'on peut discuter, ou des problèmes qu'on peut discuter. Les interactions se font, bien sûr, dans le cadre de la mobilité et de la migration, mais cette migration, les enquêtes l'ont montré, elle se fait, elle n'est pas nécessairement n'a pas nécessairement pour cause l'économie, ni même elle a parfois pour cause les problèmes climatiques, et on va aller vers des déplacements des populations pour cause climatique, et c'est pour cause de guerre aussi. Les plus grands mouvements de population, par exemple, au sein de la Méditerranée actuellement, que ce soit en Syrie ou en Libye, des 10 dernières années, sont liés à des guerres civiles. Il ne faut pas oublier que la Syrie, dernièrement, elle est passée d'une population de 20 millions d'habitants à une population de 13 millions d'habitants. Elle a perdu 7 millions de citoyens syriens, dont uniquement 700 à 800 000 sont sur l'Europe et en dehors. Le reste, elle est sur les pays du voisinage, que ce soit la Jordanie, le Liban, et accessoirement
les pays du Golfe et les pays du Maghreb. Et ça commence à poser des problèmes relativement sérieux. Donc cette entité, cette chance qui est un peu la Méditerranée, parce qu'on voit, il y a des différences, il y a des tensions, il y a des conflits, mais il y a aussi des similarités, il y a des proximités, il y a des identités partagées. Et il y a surtout, et c'est ce que l'enquête a montré sur les 10 dernières années, il y a surtout un horizon qui s'esquisse et qui a besoin de parti pris politique fort, d'évacuer un peu la question, ou la question méditerranéenne comme, comme un enjeu électoral uniquement, parce que là, on le voit avec l'actualité française. Il y a une focalisation sur la Méditerranée comme un enjeu électoral pour en faire non seulement pas une Mare Nostrum, comme le dit la fiction, mais surtout une frontière infranchissable qui détermine des catégories incompatibles. Or, l'histoire n'est pas faite, ne nous dit pas la même chose, et pas uniquement l'histoire, mais aussi les représentations qui s'esquissent chez les citoyens de ce pourtour méditerranéen, et que des activités comme la traduction, comme la production d'images et comme la BD ou comme la fiction ou tout simplement comme la circulation des élèves et des étudiants permettent de consolider. Merci. Alors, en ce qui concerne les horizons, on va justement terminer cette table ronde sur ce point-là, hein. On va achever notre horizon avant de laisser la place aux questions dans la salle. Donc, vous intervenez là avec aussi des projections vers l'avenir, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de construire. Donc on a fait un état des lieux un peu des connaissances, des types de supports, des publics, de la volonté de transmettre des messages, de transmettre des sentiments d'appartenance. Si je reviens vers vous, Mohamed El Aboudi, vous avez donc fabriqué ce film, vous aviez la volonté de raconter, hein, cette difficulté d'accès à l'éducation et en même temps cette envie, ce désir fort, hein, qu'il pouvait y avoir au Maroc. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la diffusion peut-être de ce film, hein, qui l'a vu, hein, comment vous avez pu le diffuser, et puis qu'est-ce que vous êtes en train de penser aujourd'hui? Quel est le prochain film? Concernant la diffusion, premièrement, il était diffusé au Maroc, à Deuxem. Pour moi, c'était vraiment, c'était très bien, quoi. Donc, on avait plus de 3,5 millions de personnes qui ont vu le film. Et on a créé vraiment des débats concernant la politique de l'éducation au Maroc. Et en plus, sur le problème de changement climatique, c'est l'eau. Comme on était dans un festival en allemand, et il y avait quelqu'un qui a fait une intervention qui dit que les prochaines guerres seront vraiment c'est à cause de l'eau. C'est pas des conflits politiques et tout ça. Et ça, c'est déjà commencé dans le Moyen-Orient. Donc c'est vraiment c'est une grave chose si on fait pas attention à ça. Donc oui, le film a fait vraiment plus de 40 festivals. Donc on est très 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 heureux, quoi. Et bon, il était diffusé en France, à France 2, et on est en train de discuter avec France 3 Corse. Donc en Finlande, donc voilà. Concernant les... Je vais être obligée d'aller un petit peu plus vite parce qu'il faut qu'on termine donc notre table ronde pour laisser la parole à d'autres perspectives. Mohamed Djandjar, on l'a toujours en ligne, c'est bon. Si vous vous projetez vers l'avenir, en quelques mots, qu'est-ce qu'il y aurait comme perspective? À partir de l'état des lieux que vous nous avez fait, de la nécessité de la traduction, qu'est-ce que vous voyez comme avenir? Nous continuons ce travail sur la traduction qui est en train de devenir disons, une tendance lourde dans la production dans le monde arabe aujourd'hui.
Nous accueillons aussi, nous avons toute une résidence pour l'accueil des jeunes doctorants, chercheurs qui viennent d'Europe et aussi des autres pays du Maghreb, notamment pour les aider à continuer leurs travaux universitaires et faire leurs recherches, et bénéficier aussi de cette base de données, de ce fonds de la traduction, parce que la mobilité des chercheurs dans la Méditerranée, nous considérons comme la traduction, c'est quelque chose de très important pour continuer cette interaction et ce partage des connaissances que nous souhaitons pour la Méditerranée, en considérant que la connaissance serait certainement un des outils importants pour que cette catégorie Méditerranée prenne de la valeur et aussi devienne quelque chose qui fasse partie de notre réalité et de notre avenir. Merci Valérie. Le mot de la fin, est-ce que par rapport au CMCA, est-ce que là aussi il y a des perspectives ou des envies de projets voilà. Nous avons un projet qui nous tient réellement à cœur, c'est une plateforme numérique en direction des jeunes des deux rives de la Méditerranée, méditerranea.tv. Vous pouvez monter, il y a le stand là-haut, on peut vous présenter la maquette de cette plateforme. C'est un projet que nous essayons de monter avec France, entre autres avec France Télévisions, l'INA, la télévision marocaine, la télévision tunisienne, la télévision croate, la Fondation Annalint, enfin, il y a de nombreux partenaires qui sont autour de cette plateforme et nous espérons pouvoir trouver les financements pour pouvoir faire vivre cette plateforme, en particulier en donnant la parole aux jeunes créateurs, réalisateurs du monde méditerranéen. Partout en Méditerranée, nous espérons avoir des ambassadeurs qui iront à la recherche des créateurs qu'on ne voit pas sur les chaînes classiques de diffusion. Et nous voulons leur donner un espace pour qu'ils puissent mettre leurs projets en ligne et se faire connaître. Super, donc il faut espérer que ce projet se monte. En tout cas, il est vraiment dans l'esprit de ce qui a circulé dans cette table ronde. Donc on a voulu aussi dire d'une certaine manière que les savoirs ne sont pas clivés, hein, n'appartiennent pas à des institutions, n'appartiennent pas... le savoir circule, hein, c'est-à-dire que même ce qui est produit à un moment donné par des universitaires, eh bien, effectivement, il appartient à tous, hein, il est fait pour circuler, pour que chacun se l'approprie. Donc voilà, bah écoutez, merci à tous les intervenants et on va laisser maintenant la parole à Lassane si vous avez quelques questions à poser aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Alors, des petites questions, des interrogations, des précisions. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle pour que les personnes puissent... Pardon, il faut le... Merci beaucoup. C'était très inspirant. Alors, j'ai une question sur le langage, de façon générale, sur la langue, en fait. Hier, lors de la table ronde sur la mobilité, la question de la parole, la question du symbole, la question des frontières est remontée. Donc, le langage peut être vécu comme une frontière, en fait. Certes, la traduction ou l'image peuvent être une façon de dépasser la frontière. Est-ce que vous avez d'autres... je pense que approcher la problématique des langues, c'est quand même un problème qui peut permettre l'unification, l'identité globale de l'espace méditerranéen. Donc, je voulais savoir si vous avez des idées illuminantes et inspirantes au sujet. Oui, mais peut-être justement Mohamed Janjar, Mohamed Tozi, quelles sont les langues aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup de francophonie. Mais est-ce que le français est toujours la langue partagée, même au Maroc, ou est-ce que c'est pas forcément l'anglais enfin voilà, la place des langues aujourd'hui, Mohamed Janjar. Notamment les étudiants qui arrivent chez nous, c'est que de plus en plus, l'anglais prend de la place dans aussi bien leur façon d'aller chercher les connaissances sur l'Internet et disons,
les études qu'ils veulent faire à l'étranger, par exemple, l'option anglais commence à devenir très importante, notamment chez des couches sociales populaires, parce qu'il y a toujours une part de francophonie dans l'univers culturel et intellectuel marocain. Mais ce qui est étonnant au cours des dernières années, des 10-15 dernières années, c'est la montée de l'anglais chez les étudiants ou chez les jeunes chercheurs qui viennent de classes ou de couches sociales populaires. Et ça, c'est le constat que nous avons au cours des dernières années, effectivement. À côté des problématiques qui se posent concernant l'amazigh, concernant le dialecte marocain, etc., qui est très utilisé sur les réseaux sociaux. Mohamed Tozi, des compléments? Juste une chose, on remarque la même chose au niveau du documentaire. Le documentaire qui vient du Maghreb, qui venait du Maghreb il y a 15 ans, c'était du français. Depuis 10 ans, on reçoit des documentaires en anglais qui viennent du Maghreb. C'est plus le français. De toute façon, on partage ce constat, le constat malheureux un peu du déclin très très fort du français dans les pays du Maghreb essentiellement, et même dans les pays du Moyen-Orient francophones, comme le Liban par exemple, qui a déjà commencé, ou l'Égypte, où les français est devenu une langue marginale. Il y a plusieurs causes à cela. D'abord, les politiques linguistiques elles-mêmes de ces États. Donc, il y a eu un mouvement d'arabisation au niveau scolaire qui était mal géré aussi, mais aussi ce qui est disponible en ressources. Depuis 10 ans, l'Internet a transformé le paysage linguistique. Ce qui est accessible actuellement en termes de connaissances, comme vient de le dire Jean-Jacques, est essentiellement en anglais. Et par exemple, dans les écoles, les nouvelles écoles d'informatique, un peu ce qu'on appelle une génération d'écoles informatiques qui sont à la marge du système scolaire classique au Maroc, on a une expérience de 3 écoles de ce genre, eh bien, les jeunes prodiges de l'informatique connaissent à la fois uniquement le dialectal ou l'amazigh et l'anglais. Ils ne passent même pas par l'arabe standard diffusé dans l'école marocaine. Donc, les langues et les politiques linguistiques constituent un enjeu extrêmement important, d'autant plus que l'anglais véhiculaire qui s'impose même ici, je le vois même au niveau de nos enceintes universitaires, est une langue extrêmement appauvrie. C'est la langue véhiculaire l'anglais se limite à quelques milliers de concepts. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est un vrai enjeu au niveau de la Méditerranée. Il nous reste 2-3 minutes. Sébastien Laurens, la bande dessinée francophone, anglophone, juste en quelques mots. C'est un véritable enjeu en fait. Et en fait, ce que l'on peut voir, c'est que les collectifs doivent conjuguer avec 3 langues, souvent. Ce qui se passe, c'est que si les collectifs éditent des revues, notamment au Liban, il y aura à chaque fois du français, de l'anglais et de l'arabe, à chaque fois, pour que justement il y ait la diffusion la plus massive possible. Il y a apparemment encore une question là-bas, on va la prendre. Oui, bonjour, merci pour les présentations. Juste une petite remarque sur les langages. Il y a une recherche qui a été menée en Tunisie qui montre que les langues, ce n'est pas neutre. Leur statut est dans un rapport symbolique de dominé-dominant, de toute façon. Tant que le problème pour les pays maghrébins, par exemple, je ne parlerai pas des autres parce que je ne connais pas très bien le contexte, tant que le problème du statut de la langue parlée n'a pas été traité sérieusement et pris sérieusement en compte, on ne résoudra pas le problème de la circulation de l'information. En fait, tous les jeunes maîtrisent parfaitement le langage parlé. Et on parle d'appauvrissement, ce n'est pas vrai. Il y a une telle créativité en langage parlé, tunisien, algérien et marocain, qu'on se demande si finalement, ce n'est pas ça la vraie langue pour eux. Et tant qu'on continue à instaurer
l'arabe classique comme étant la langue standard, la langue normative, à partir de laquelle tout sera jugé, le problème de la circulation de l'information, de la connaissance, ne sera pas résolu. Moi, j'ai beaucoup milité pour que le langage parlé tunisien soit institué comme langue, c'est-à-dire avec des dictionnaires, avec une codification, une grammaire, une conjugaison, pour justement l'instituer comme une langue. Toutes les langues ont été un langage à un moment donné. Moi, je crois que c'est une question fondamentale parce que le langage est en rapport avec les représentations. Et on se représente le monde à travers des langues et des langages, plus particulièrement. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent là-dessus. Il y a un chapitre d'un bouquin qui est apparu à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain à Tunis, sur justement les rapports symboliques entre les langues qui sont pratiquées par les étudiants, qui sont le français, l'anglais et l'arabe classique. Et on voit très bien que l'arabe classique, par exemple, est à part et que le français est dans un rapport de domination tel que représenté et que le langage parlé est véritablement celui qui est en lien avec les émotions, avec les raisonnements, etc., etc. Voilà, c'était juste une petite remarque. Oui, d'où l'importance justement du cinéma, hein, parce que quand vous regardez le film L'école de l'espoir, il est dans sa langue native, hein, et donc chacun parle avec ses mots, avec son langage. Donc il y a une traduction, hein, qui est proposée. Donc on rentre là au cœur du langage tel qu'il est. Et idem pour la bande dessinée, c'est-à-dire que là aussi, on n'a pas forcément de l'arabe classique, mais aussi des formes de langage que les auteurs se sont appropriés. Donc toutes ces modalités de support permettent cette ouverture dont vous parlez, et c'était un peu voilà, cette circulation entre les langues qui était l'objet ici. Merci donc à tous nos intervenants, merci à vous, public aussi, en espérant donc que tout cela va permettre d'avancer ensemble. Voilà, excellente journée.